Ce matin-là, personne ne devait perdre le contrôle. Et pourtant, une seule décision avait déjà tout mis en danger. Un camion s'arrête. Un père comprend immédiatement que quelque chose a été fait sans lui. Un fils réalise qu'il est allé trop loin pour reculer. Ce n'est pas une dispute. C'est pire, c'est ce silence lourd, celui qui précède les ruptures définitives. Car quand une décision coûte plus que de l'argent, quand elle engage un héritage, une confiance, une vie entière de travail, il n'y a plus de retour en arrière possible. Dans les prochaines minutes, quelqu'un devra céder. Et celui qui cédera ne l'oubliera jamais. Parce que certaines décisions ne détruisent pas seulement des projets, elles brisent des liens à jamais. Ce n'est pas qu'une simple histoire, c'est un secret que vous n'oublierez jamais. Envie de découvrir d'autres secrets de ce genre? Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Le camion est arrivé sans prévenir, un matin ordinaire, à une heure où rien d'important ne devait se passer. Le moteur s'est fait entendre avant même qu'on le voie, plus grave, plus lourd que les livraisons habituelles. Un bruit qui ne passait pas inaperçu. Sur la cour encore humide de rosée, Julien s'est figé. Il n'avait rien dit à personne, mais son corps savait. Il attendait ce moment depuis des semaines, et en même temps, il le redoutait. Le véhicule s'est arrêté lentement, comme s'il mesurait lui aussi ce qu'il amenait avec lui. Le chauffeur a coupé le moteur. Le silence qui a suivi n'était pas apaisant. Il pesait. Julien a regardé la cabine, puis la plateforme, puis la bâche tendue, impeccable. Derrière cette bâche, il n'y avait plus qu'une machine. Il y avait une décision trop grande pour être expliquée en quelques phrases. La porte de la maison s'est ouverte. Son père est apparu sur le seuil, veste fermée malgré la douceur du matin. Il n'a pas avancé. Il n'a pas parlé. Il a simplement regardé. Longtemps. Son regard est passé du camion à son fils, puis est revenu au camion. Pas de colère visible. Pas de surprise non plus. Juste quelque chose de plus inquiétant, une absence de réaction. Le chauffeur est descendu, dossier à la main. Il a souri par politesse, puis a senti que ce n'était pas le moment. Il a demandé calmement où il devait se mettre pour décharger. Julien n'a pas répondu tout de suite. Il avait la bouche sèche. Il a jeté un coup d'œil vers la maison. Son père avait déjà disparu à l'intérieur. Julien a signé les papiers d'une main qui tremblait légèrement. Le chauffeur a levé les yeux. « Je décharge maintenant ?» La question était simple. La réponse, elle, ne l'était pas. Julien a murmuré qu'il fallait attendre. Quelques minutes, peut-être plus. Dans la cuisine, son père était assis à la table, les mains posées à plat, comme s'il se préparait à recevoir un diagnostic. Julien s'est assis en face de lui. Aucun des deux ne parlait. L'horloge murale faisait entendre chaque seconde. Finalement, son père a levé les yeux. Il n'a pas posé de questions. Il a énoncé un chiffre précis, sans émotion. Le montant exact de ce qui se trouvait sur la plateforme du camion. Julien a compris alors qu'il savait déjà tout. Ou presque. Julien a essayé de parler. Il avait préparé des arguments, des chiffres, des scénarios. Mais aucun mot ne sortait comme prévu. En face de lui, son père n'avait pas l'air d'un homme en colère. Il avait l'air d'un homme qui calcule ce qu'il risque de perdre, même sans avoir rien demandé. Le bruit du klaxon a retenti dehors. Une fois, puis une deuxième. Le chauffeur n'était pas pressant, juste conscient du temps. Julien s'est levé, a regardé par la fenêtre. Le camion était toujours là, comme une question posée au milieu de la cour. Son père s'est levé à son tour. Il a parlé enfin. Sa voix était calme, presque douce. Trop douce pour ce qu'elle disait. Il a expliqué que certaines décisions ne se prennent pas seules, que certaines choses engagent plus qu'un avenir personnel, qu'il y a des choix qu'on ne peut pas défaire une fois qu'ils ont posé leur roue sur la terre. Julien a senti une chaleur lui monter à la poitrine. Pas de la colère. Quelque chose de plus dangereux. Le sentiment d'être déjà allé trop loin pour reculer. De savoir qu'en dehors de cette pièce, une machine attendait, mais qu'à l'intérieur, c'était une relation entière qui allait être mise à l'épreuve. Quand le klaxon a retenti une troisième fois, plus long, Julien a compris une chose essentielle. Quelle que soit la décision prise dans les minutes à venir, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. Ils sont restés assis face à face plus longtemps qu'aucun des deux ne l'aurait admis. Le café avait refroidi dans les tasses, intact. Personne n'y avait touché. Julien observait les mains de son père, larges, marquées, immobiles sur la table. Des mains qui avaient porté des charges, réparé des machines, signé des papiers importants, et surtout maintenu cet endroit debout pendant des décennies. Ces mains-là n'étaient pas habituées à lâcher prise. Son père a parlé le premier, sans lever la voix,
comme s'il récitait quelque chose qu'il avait répété intérieurement depuis longtemps. Il a dit que la responsabilité n'était pas une question de courage, mais de durée, qu'il fallait penser en années difficiles, pas en saisons favorables. Julien a hoché la tête, mais son regard disait autre chose. Pour lui, la responsabilité avait un autre visage. Elle portait la forme de décisions prises à temps, avant que le monde ne change sans prévenir. Julien a expliqué qu'il n'avait pas agi par impulsion, qu'il avait réfléchi, comparé, calculé. Il a parlé de marges qui se réduisent, de fenêtres météo de plus en plus courtes, de concurrence qui avance pendant que d'autres hésitent. Il n'a pas cherché à convaincre. Il voulait être compris. Mais à chaque phrase, il sentait que les mots glissaient sur quelque chose de plus profond. Son père l'a écouté sans l'interrompre. Puis il a raconté une autre histoire. Une histoire plus ancienne. Une année où les récoltes avaient été mauvaises. Une autre où les prix s'étaient effondrés sans raison logique. Il a parlé de nuits sans sommeil, de lettres de la banque, de promesses qu'on se fait quand on n'a plus le droit à l'erreur. Pour lui, la prudence n'était pas un frein. C'était une armure. Le désaccord n'était pas violent. Il était méthodique. Chaque argument rencontrait son contraire, sans hausse de ton, sans éclat. Et c'est précisément ce qui rendait la discussion étouffante. Il n'y avait pas de sortie évidente. Pas de phrase qui puisse clore le débat. Julien a senti une frustration sourde monter en lui. Non pas parce que son père refusait, mais parce qu'il refusait sans mépris. Parce qu'il restait cohérent. Parce qu'il avait de bonnes raisons. Et face à de bonnes raisons, la colère ne servait à rien. À un moment, son père a posé une question simple. Avait-il imaginé ce qui se passerait si les choses tournaient mal? Julien a répondu oui, trop vite. Son père l'a regardé alors avec une attention nouvelle, presque inquiète. Il lui a dit que penser au risque n'était pas la même chose que le vivre. Que certaines erreurs ne s'apprennent qu'une fois, et qu'après, il est trop tard. Dehors, le camion était toujours là. On l'entendait parfois grincer légèrement, comme s'il respirait. La présence physique de cette décision rendait chaque phrase plus lourde. Ce n'était plus un débat abstrait. C'était un objet, une somme, une trajectoire déjà engagée. Julien s'est levé, a fait quelques pas dans la pièce. Il avait envie de dire que rester immobile était aussi un risque, que ne rien changer pouvait être plus dangereux que de tenter quelque chose. Mais il savait que ces phrases-là, son père les avait déjà entendues, peut-être même prononcées, autrefois, avant de les abandonner. Quand ils se sont rassis, un silence plus dense encore s'est installé. Ils ne débattaient plus vraiment. Ils mesuraient. Chacun, intérieurement, évaluait jusqu'où il était prêt à aller pour défendre sa vision du futur. À cet instant précis, Julien a compris que ce conflit n'était pas seulement une question d'argent ou de machine. C'était une lutte discrète entre deux formes de responsabilité. Et aucune des deux n'avait l'intention de disparaître. Le temps a commencé à travailler contre eux dès cet instant. Pas brutalement, lentement, de la façon la plus sournoise qui soit. Il ne pressait pas, il observait. Chaque minute qui passait rendait la situation un peu plus irréversible. Le chauffeur est revenu frapper à la porte. Poliment, presque gêné. Il a rappelé qu'il avait d'autres livraisons, un planning à respecter, des kilomètres à faire. Rien d'agressif, juste la réalité extérieure qui refusait de s'arrêter pour une affaire familiale. Julien a demandé encore un délai. Quelques minutes. Le chauffeur a accepté, mais son regard disait qu'il ne pourrait pas éternellement. Dans la cuisine, personne ne parlait plus. Les mots avaient été utilisés, pesés, épuisés. Maintenant, il ne restait que les conséquences. Le père regardait la table comme s'il y voyait défiler les années à venir. Julien, lui, fixait un point invisible déjà projeté dans un futur où il devait assumer ce qui avait été enclenché. Ce qui les oppressait le plus, ce n'était pas la décision à prendre, mais le fait qu'elle aurait dû être prise plus tôt, avant l'arrivée du camion, avant les signatures, avant que l'idée ne prenne une forme matérielle. Maintenant, chaque option avait un prix, même celle de renoncer. Le père a fini par dire que certaines choses ne peuvent pas être décidées dans l'urgence. Julien a répondu que ce n'était pas une urgence, que c'était justement pour éviter l'urgence qu'il avait agi. La phrase est restée suspendue, parce qu'au fond, ils savaient tous les deux qu'ils avaient raison et tort à la fois. Julien a ressenti une fatigue soudaine. Pas physique, une fatigue morale. Celle qui vient quand on comprend qu'il n'y a pas de bonne issue, seulement des issues moins mauvaises que les autres. Il a pensé aux nuits passées à réfléchir, aux calculs, aux projections, à cette conviction qu'il avait portée jusqu'ici. Et pour la première fois, il a senti une fissure. Pas dans son projet, dans sa certitude. Son père, de son côté, se sentait pris au piège d'un rôle qu'il n'avait pas choisi.
Il avait passé sa vie à éviter les décisions irréversibles. Et voilà que l'irréversible venait frapper à sa porte sans lui demander la permission. Il n'était pas furieux. Il était inquiet. Pour son fils. Pour ce lieu. Pour ce qu'il laisserait derrière lui s'il acceptait trop vite. Dehors, le camion a redémarré brièvement, puis s'est arrêté à nouveau. Un ajustement technique, rien de plus. Mais ce bruit a résonné comme un avertissement. Le monde continuait d'avancer, indifférent à leur dilemme. Et s'ils ne choisissaient pas, quelqu'un d'autre choisirait à leur place. Julien s'est levé. Il a regardé son père, puis la porte, puis la fenêtre donnant sur la cour. Il a compris quelque chose de brutal. Ne pas décider, c'était déjà décidé. Laisser la situation s'étirer, c'était risquer que tout s'effondre sans qu'aucun des deux n'ait réellement choisi. Son père aperçut ce mouvement intérieur. Il a dit doucement que la précipitation avait détruit plus d'exploitation que le manque d'audace. Julien a répondu que l'attente en avait détruit autant. Aucun des deux n'a souri. Il savait que ces phrases n'étaient pas théoriques. Elles étaient tirées de vie réelle, de voisins, d'amis, de noms qu'on n'oublie pas. Le silence est revenu. Mais cette fois, il était différent. Plus dense. Chargé d'une vérité simple et terrifiante. Quoi qu'ils fassent, ils allaient devoir en porter les conséquences pendant longtemps. Et pendant que le camion attendait encore dans la cour, Julien a compris que la vraie décision ne concernait pas ce qui allait être déchargé, mais ce qu'ils étaient prêts à perdre pour rester fidèles à leur vision de l'avenir. Julien a sorti les feuilles une à une, lentement, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque fasse tout s'écrouler. Des tableaux, des colonnes, des estimations. Rien d'extraordinaire à première vue. Juste des nombres alignés, propres, rassurants. Il les avait regardés des dizaines de fois. Ils avaient fini par lui donner l'impression d'un sol stable sous ses pieds. Il a commencé à expliquer. Sans emphase, sans promesses irréalistes. Il parlait de rendement, de marge, de gain de temps, de pertes réduites. Il montrait comment une décision prise aujourd'hui pouvait éviter 10 décisions difficiles demain. Chaque chiffre avait été pesé, comparé, vérifié. Ce n'était pas un pari aveugle. C'était, à ses yeux, une adaptation nécessaire. Son père n'a pas interrompu. Il a pris les feuilles, les a regardées attentivement, comme on examine un outil inconnu. Il n'a pas cherché d'erreur évidente. Il savait que Julien était sérieux. Ce n'était pas là le problème. Le problème, c'était ce que les chiffres ne disaient pas. Il a reposé les feuilles et a commencé à parler d'autre chose. D'une année où tout semblait bien parti, jusqu'à ce qu'une pluie trop longue ruine des semaines de travail. D'un voisin qui avait tout prévu, sauf la panne au mauvais moment. D'une période où les prix avaient chuté sans prévenir, laissant les meilleurs calculs inutiles. Il ne parlait pas pour effrayer. Il parlait parce qu'il avait vu. Julien a senti une impatience monter. Pas contre son père, mais contre cette logique qu'il connaissait trop bien. Celle qui dit que parce que quelque chose s'est mal passé autrefois, cela se reproduira forcément. Il a répondu que le monde avait changé, que les outils n'étaient plus les mêmes, que rester figé dans les souvenirs pouvait être aussi dangereux que l'inconscience. Son père a souri faiblement, un sourire sans ironie. Il a dit que le monde change toujours, que chaque génération croit être la première à le comprendre, et que pourtant, certaines règles résistent au temps. La première étant que les chiffres n'aiment pas les surprises, mais que la vie, elle, en raffole. Ils se sont retrouvés face à face, non plus comme un père et un fils, mais comme deux hommes qui défendent chacun une vérité construite patiemment. Julien défendait une logique d'anticipation. Son père, une logique de survie. Les deux étaient rationnels. Les deux étaient incompatibles. Julien a repris une feuille, a montré une ligne précise. Il a expliqué que même dans un scénario prudent, les résultats restaient acceptables. Qu'il ne s'agissait pas de tout miser sur un coup de chance, mais d'absorber progressivement le risque. Son père a hoché la tête, puis a posé une question simple. Que se passerait-il si le scénario prudent ne suffisait pas? Julien a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il avait une réponse. Plusieurs, même, mais aucune n'était totalement satisfaisante. Parce qu'à cet endroit précis, les chiffres devenaient des hypothèses. Et les hypothèses, son père les connaissait trop bien. Il y a eu un moment de bascule silencieux. Julien a compris que les chiffres, aussi solides soient-ils, ne pouvaient pas battre une vie entière d'expérience. Et son père a compris que les souvenirs, aussi lourds soient-ils, ne pouvaient pas arrêter le temps. Ils se sont regardés, conscients d'une chose troublante. Ils ne parlaient pas vraiment du même futur. Julien parlait d'un futur à construire. Son père parlait d'un futur à protéger. Et aucun des deux n'était prêt à abandonner son rôle. Dehors, un bruit métallique se fait entendre. Un cliquetis bref, presque anodin.
Mais il a suffi à leur rappeler que pendant qu'ils débattaient, la décision, elle, continuait d'exister. Immobile, silencieuse, mais bien réelle. Et à cet instant précis, Julien a compris que les chiffres pouvaient expliquer une décision, mais qui ne pourraient jamais porter seul le poids de ses conséquences. La discussion avait changé de nature sans qu'aucun des deux ne s'en rende compte immédiatement. Ce n'était plus une question de chiffres, ni même de prudence ou d'audace. C'était devenu une question d'autorité. Pas celle qu'on impose, mais celle qu'on perd lentement, jour après jour, sans savoir à quel moment précis elle s'est fissurée. Le père s'est levé, a fait quelques pas dans la pièce. Il n'avait pas l'air nerveux, plutôt concentré, comme un homme qui cherche à comprendre à quel moment il n'a plus été consulté. Il a rappelé, calmement, que certaines décisions engagent plus que celui qui les prend, qu'il ne s'agissait pas seulement de gérer une activité, mais de préserver un ensemble construit sur plusieurs vies. Julien a ressenti cette phrase comme un poids direct sur la poitrine, parce qu'il savait que son père ne parlait pas de propriété au sens juridique. Il parlait d'héritage moral, de cette responsabilité silencieuse qu'on porte même quand rien n'est encore officiellement transmis. Julien a répondu qu'il ne voulait rien détruire, qu'il voulait justement éviter que tout se délite à force de précaution. Son père s'est arrêté, lui a fait face. Il lui a demandé quand il avait décidé qu'il était prêt. Pas prêt techniquement, prêt à porter les conséquences d'un échec. Julien a eu envie de répondre qu'on ne l'est jamais vraiment, mais il s'est retenu, parce que cette réponse aurait confirmé ce que son père redoutait. Il y a eu un instant de vérité brutale. Le père a dit ce que Julien craignait d'entendre depuis le début. Tant que certaines choses n'étaient pas officiellement transmises, certaines décisions ne pouvaient pas être prises seules. Ce n'était pas une menace. C'était un rappel de réalité. Julien a senti une colère sourde monter. Pas violente, une colère froide. Celle qui naît quand on a l'impression d'être capable, prêt, mais retenu par des limites invisibles. Il a dit que l'autorité ne pouvait pas être éternellement dissociée de la responsabilité, qu'on ne pouvait pas lui demander d'assumer sans lui laisser décider. Son père l'a écouté attentivement, puis il a dit quelque chose de plus personnel. Il a avoué que lâcher le contrôle ne lui faisait pas peur pour lui-même. Ce qui l'effrayait, c'était l'idée de voir son fils porter un poids trop lourd trop tôt, de voir une erreur irréversible écraser ce qui aurait pu être une trajectoire plus progressive. Julien a compris alors que le conflit n'était pas seulement générationnel. Il était aussi protecteur. Mais cette protection-là lui semblait étouffante. Il a répondu que le risque faisait partie du passage à l'âge adulte, qu'on ne devenait pas responsable en attendant que tout soit sécurisé. Le silence qui a suivi n'était plus hostile. Il était chargé de reconnaissance mutuelle. Chacun voyait désormais l'autre non comme un obstacle, mais comme une force opposée, animée par une intention sincère. Dehors, le camion était toujours là, présent, immuable, comme une ligne tracée au sol. Une limite qu'il faudrait soit franchir, soit accepter. Julien s'est rendu compte que le vrai enjeu n'était pas cette machine. C'était la transition, le moment flou où l'on n'est plus seulement le fils, mais pas encore pleinement celui qui décide. Et son père, face à lui, comprenait que ce moment était arrivé, qu'il le veuille ou non. Aucun des deux ne parlait encore de solution. Ils sentaient tous les deux que la prochaine étape ne serait plus une discussion interne, que d'autres regards allaient s'inviter, et que lorsque cela arriverait, le conflit ne leur appartiendrait plus entièrement. Le premier appel est arrivé plus tôt que prévu. Une voix neutre, polie, parfaitement calme. Une question simple, presque administrative. Julien a raccroché en silence. Il n'a rien dit tout de suite. Son père a compris sans qu'il ait besoin d'expliquer. Quand les institutions commencent à appeler, les décisions cessent d'être privées. À partir de là, tout s'est accéléré sans donner l'impression d'aller vite. Des délais sont apparus, des documents à fournir, des confirmations à donner. Rien d'agressif, juste une mécanique bien huilée qui n'attend pas que les familles se mettent d'accord. Julien a senti la réalité lui serrer la gorge. Ce qu'il avait imaginé comme un projet devenait un dossier. Et un dossier n'a pas de patience. Son père a repris une place qu'il n'avait pas quittée depuis longtemps, celle de l'homme qu'on appelle quand il faut une signature, une validation, une responsabilité claire. Il n'en tirait aucune satisfaction. Au contraire, plus on le sollicitait, plus il mesurait ce que cela signifiait. Accepter, c'était exposer. Refuser, c'était bloquer. Dans les deux cas, il serait tenu pour responsable. Julien s'est rendu compte que son geste avait déplacé le conflit. Il n'était plus seulement entre deux. Il s'étendait. Il devenait visible. Et cette visibilité-là l'angoissait plus que la désapprobation de son père.
parce qu'elle impliquait des conséquences irréversibles, consignées, datées, traçables. Un rendez-vous a été évoqué, puis confirmé. Une date, une heure, rien de dramatique en apparence. Mais Julien savait ce que cela représentait. Un moment où son projet serait disséqué, comparé, réduit à des lignes et des hypothèses, où l'émotion n'aurait aucune valeur, où seule compterait la solidité, la cohérence, la capacité à encaisser. Son père a accepté le rendez-vous sans hésiter, pas par confiance aveugle, par sens du devoir. Il a dit que lorsqu'on fait entrer des tiers, il faut le faire correctement. Julien a perçu cette phrase comme une main tendue, mais aussi comme un rappel sévère. Le terrain changeait, les règles aussi. Les jours qui ont suivi ont été étrangement silencieux. Ils travaillaient côte à côte, comme toujours. Les gestes étaient précis, familiers, mais quelque chose s'était déplacé entre eux. Une tension sourde, constante, comme une vibration qu'on ne peut pas ignorer. Julien se surprenait à réviser mentalement ses arguments à tout moment, même en travaillant, même la nuit. Son père, lui, observait davantage. Il regardait son fils différemment, non plus comme quelqu'un qu'il devait guider, mais comme quelqu'un qu'il allait peut-être devoir laisser affronter seul une tempête. Cette idée lui nouait l'estomac, parce qu'il savait qu'une fois certaines portes ouvertes, on ne les referme jamais complètement. À l'approche du rendez-vous, Julien a ressenti un doute plus profond. Pas sur sa vision, sur sa capacité à convaincre sans trahir ce qu'il voulait vraiment. Il avait peur de se perdre dans des concessions, de transformer une décision assumée en compromis fragile. La veille, ils se sont retrouvés dans la même pièce sans parler pendant longtemps. Chacun savait que le lendemain poserait une limite claire, que quoi qu'il se passe, le monde extérieur ne repartirait pas comme s'il n'était jamais venu. Et dans ce silence partagé, Julien a compris une chose essentielle. À partir de maintenant, il ne s'agirait plus seulement de convaincre son père. Il faudrait convaincre le réel. Et le réel, lui, ne pardonne ni l'orgueil ni l'improvisation. Le rendez-vous n'a pas tout décidé. Il a fait pire. Il a déplacé le problème là où aucun des deux ne s'y attendait vraiment. Les chiffres ont été analysés, les hypothèses discutées, les risques soulignés sans agressivité. Tout se déroulait dans un calme presque clinique. Et pourtant, en sortant, Julien avait l'impression qu'on lui avait retiré le sol sous les pieds. Sur le chemin du retour, ils n'ont presque pas parlé. Le moteur tournait régulièrement, comme pour rappeler que certaines choses avancent même quand on se tait. Julien regardait la route sans vraiment la voir. Il repassait mentalement chaque phrase prononcée, chaque regard échangé. Il n'avait pas été démonté, pas humilié, mais il avait été ramené à une évidence brutale. Sa vision, aussi construite soit-elle, restait fragile. Son père a rompu le silence, pas pour commenter le rendez-vous, pour poser une question inattendue. Il a demandé à Julien ce qu'il ferait si tout se passait mal. Pas en théorie, concrètement. Julien a répondu instinctivement, parlant de solutions, d'ajustements, de revente possibles. Puis il s'est arrêté. Il a compris que ce n'était pas la réponse attendue. Son père n'attendait pas un plan de secours. Il attendait une reconnaissance, celle du fait que l'échec était possible. Pas comme une éventualité abstraite, mais comme une expérience réelle, douloureuse, durable. Julien a respiré profondément, et pour la première fois depuis le début, il a dit qu'il avait peur. Pas de travailler, pas de s'endetter, mais d'avoir raison trop tard ou tort trop tôt. Cette phrase a tout changé. Son père s'est légèrement tourné vers lui, pas surpris, presque soulagé, comme s'il attendait cet aveu depuis le début. Il a alors parlé d'une peur différente, celle de transmettre quelque chose de trop lourd, de voir son fils répéter des erreurs qu'il avait lui-même frôlées, parfois évitées par chance plus que par intelligence. Ils se sont arrêtés un moment, moteur coupé. Le silence n'était plus hostile. Il était nécessaire. Julien a compris que ce conflit n'était pas une opposition frontale, mais un croisement de peurs. L'une tournée vers l'avenir, l'autre vers le passé. Et entre les deux, un présent étroit, inconfortable, mais réel. Son père a reconnu quelque chose qu'il n'avait jamais formulé clairement, qu'il avait, lui aussi, pris des risques, qu'il avait simplement appris à les déguiser en prudence avec le temps. Cette admission n'effaçait pas le désaccord, mais elle le rendait humain, accessible. Julien a senti une tension quitter ses épaules. Pas parce qu'il avait gagné, parce qu'il n'était plus seul à porter le poids de l'incertitude. Il a compris que convaincre n'était plus l'objectif. Il fallait maintenant décider ensemble comment partager le risque ou accepter de le laisser reposer sur une seule paire d'épaules. Quand ils sont rentrés, la cour leur a semblé différente. Rien n'avait bougé, et pourtant tout avait changé.
La décision n'était toujours pas prise. Mais la manière de l'aborder venait de basculer. Ce n'était plus une lutte pour avoir raison. C'était une tentative de ne pas se perdre l'un l'autre en chemin. Et à cet instant précis, Julien a su que quoi qu'il arrive ensuite, il n'affronterait plus la suite exactement de la même façon. Parce qu'une vérité avait été dite. Et qu'une fois dite, elle ne peut plus être ignorée. Ils ont compris ce jour-là qu'il n'y aurait pas de décision confortable. Pas de moment où tout s'aligne naturellement, où le doute disparaît. Ce qu'ils cherchaient n'existait pas. Il ne restait qu'un choix imparfait, à assumer lucidement. Son père a parlé le premier. Il n'a pas annoncé un accord, ni un refus. Il a posé des conditions. Des phrases simples, posées, sans menace. Il a dit qu'il pouvait accepter le risque, mais pas l'aveuglement. Qu'il pouvait accompagner, mais pas porter à la place. Que ce qui allait suivre devait être clair, écrit, assumé, sans ambiguïté. Julien a écouté attentivement. Chaque condition était une limite, pas pour le freiner, mais pour encadrer la chute possible. Il a compris que ces règles n'étaient pas des obstacles. Elles étaient une manière pour son père de rester présent sans reprendre le contrôle. Une façon maladroite, mais sincère, de faire confiance. Ils ont parlé longtemps, de responsabilités partagées, de ce qui devait rester entre eux et de ce qui devait être confié à d'autres. Julien a accepté de rendre des comptes. Pas comme un enfant surveillé, mais comme quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas avancer seul sans regard extérieur. Son père, de son côté, a accepté de reculer d'un pas de disparaître, juste de ne plus intervenir dans chaque détail. Ce recul lui coûtait plus qu'il ne voulait l'admettre, parce que renoncer au contrôle, même partiellement, c'est accepter que l'histoire continue sans vous obéir. Ils ont évoqué les conséquences possibles, pas pour s'effrayer, mais pour les nommer. Les pertes, les erreurs, les moments où il faudrait reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas. Julien a dit qu'il était prêt à vendre, à changer, à corriger si nécessaire. Pas par lâcheté, mais par lucidité. Ce qui s'est joué dans cette conversation n'était pas un compromis classique. C'était un passage, une transformation lente du lien. Le père cessait d'être le seul garant de la stabilité. Le fils cessait d'être celui qui réclame l'autorisation. Entre les deux, une zone nouvelle apparaissait, inconfortable, fragile, mais réelle. Dehors, la présence massive de la machine n'avait pas changé. Elle n'était plus seulement un symbole de rupture. Elle devenait le terrain d'une responsabilité concrète. Julien la regardait différemment, moins comme une promesse, plus comme une charge à porter jour après jour. Son père l'a observé en silence. Il a vu dans son regard quelque chose de nouveau. Pas de la certitude, de la gravité. Et cette gravité-là, il l'a reconnue. C'était celle qu'on acquiert quand on cesse de vouloir prouver quelque chose et qu'on commence à vouloir tenir. Ils n'ont pas serré la main. Ils n'ont pas conclu. Il n'y a pas eu de phrase définitive. Mais un accord implicite s'est installé. Fragile, conditionnel, révisable. Suffisant pour avancer. Insuffisant pour se rassurer complètement. Et dans ce calme étrange, Julien a compris que le vrai risque n'était pas d'échouer. Le vrai risque aurait été de rester immobile, chacun enfermé dans sa peur, pendant que le monde continuait d'avancer sans eux. Le temps a repris sa place, sans cérémonie. Les jours ont passé, puis les semaines, et peu à peu, la décision s'est mise en mouvement. Rien de spectaculaire, pas de victoire immédiate, juste une succession de faits concrets, parfois rassurants, parfois déstabilisants. Julien s'est plongé dans le travail avec une intensité nouvelle, non plus portée par l'enthousiasme, mais par la nécessité. Chaque réglage, chaque choix technique, chaque dépense avait désormais un poids différent. Il ne travaillait plus pour préparer l'avenir. Il travaillait dans l'avenir. Et cette différence change tout. Les premiers retours ont été encourageants, sans être miraculeux. Les journées étaient longues, exigeantes. Les marges étroites. Chaque imprévu venait rappeler que la théorie ne protège pas de la fatigue, ni des erreurs humaines. Julien apprenait vite, parfois trop vite. Il découvrait que certaines décisions, prises seules, avaient un goût amer lorsqu'elles se révélaient imparfaites. Son père observait à distance. Il respectait sa promesse de ne pas intervenir inutilement. Mais il voyait tout, les heures tardives, les gestes hésitants, les moments où Julien doutait sans le dire. Cette retenue lui coûtait, parce que l'instinct de corriger, de prévenir, de reprendre la main, était toujours là, prêt à surgir. Il y a eu un premier incident, rien de grave, mais suffisant pour fissurer la confiance. Une dépense imprévue, un retard, un choix qui aurait pu être meilleur. Julien l'a géré seul. Il n'a pas cherché d'excuses. Il a corrigé,
assumé, encaissé. Son père a pris note, en silence. Ce silence-là valait plus qu'un reproche. Puis il y a eu des signes positifs, des confirmations, des engagements qui se précisaient. Rien de spectaculaire, mais assez pour montrer que tout n'était pas fondé sur une illusion. Julien a senti une légère respiration revenir. Pas un soulagement, une possibilité. Les chiffres ont commencé à raconter une histoire différente. Encore fragile, encore incomplète, mais une histoire quand même. Julien les regardait avec une prudence nouvelle. Il savait désormais qu'il pouvait mentir autant qu'éclairer. Il les respectait davantage. Son père, un soir, a posé une question simple, pas accusatrice, curieuse. Julien a répondu honnêtement. Ils ont parlé peu, mais ce peu-là avait une densité nouvelle. Ils n'étaient plus dans le débat. Ils étaient dans l'observation partagée d'un processus en cours. Il y a eu des moments de doute profond. Des soirs où Julien se demandait s'il avait été trop confiant. Des matins où il se disait qu'il fallait tenir encore un peu. Chaque jour ressemblait à un équilibre instable. Ni réussite éclatante, ni échec évident. Et c'est précisément cela qui était le plus éprouvant. L'absence de verdict. Le fait de devoir continuer sans savoir. De construire sans garantie. De porter une responsabilité qui ne se mesure pas seulement en résultat, mais en endurance. Son père a compris alors que la décision avait déjà produit son effet le plus important. Julien n'était plus dans la projection. Il était dans l'épreuve. Et cette épreuve, quoi qu'elle donne à long terme, le transformait. À la fin de cette période, rien n'était réglé. Mais une chose était devenue claire. Il ne pouvait plus revenir en arrière. Le choix avait quitté le terrain des idées pour entrer dans celui de la réalité. Et désormais, seul le temps dirait s'il avait été juste ou simplement nécessaire. Avec le temps, le bruit a diminué. Pas celui des machines, ni celui du travail quotidien, mais le bruit intérieur. Celui qui empêche de dormir. Celui qui transforme chaque décision en menace. Ce bruit-là s'estompe rarement d'un coup. Il recule par petites touches à mesure que les jours passent sans catastrophe. Julien a appris à reconnaître cette sensation nouvelle, la responsabilité réelle. Pas celle qu'on revendique, mais celle qu'on porte quand plus personne ne peut décider à votre place. Elle ne donne pas de fierté immédiate. Elle donne du poids aux gestes les plus simples. Elle oblige à ralentir parfois, à accepter l'imperfection souvent. Son père, de son côté, a découvert une autre forme de fatigue, celle de regarder sans diriger, d'observer sans corriger. Il s'est surpris à retenir des conseils, à laisser des silences là où, autrefois, il aurait parlé. Ce retrait n'était pas une défaite. C'était un apprentissage tardif et douloureux de la confiance. Il ne parlait plus du passé comme avant, moins pour comparer, plus pour comprendre. Le père racontait certaines décisions qu'il avait prises jeune, avec la même peur dissimulée sous des certitudes. Julien écoutait autrement, non plus pour juger, mais pour relier les points. Il comprenait que ce qu'il vivait n'était pas une rupture totale, mais une variation sur un thème ancien. Il n'y a pas eu de moment où tout est devenu facile. Pas de victoire claire. Seulement une continuité. Des saisons qui se suivent. Des ajustements. Des choix parfois bons, parfois discutables, mais assumés. Et cette nuance faisait toute la différence. Un soir, sans raison particulière, ils se sont retrouvés côte à côte, regardant le travail accompli. Il n'y avait rien à commenter, rien à corriger, juste la présence tranquille de quelque chose qui continuait d'exister. Malgré les doutes, malgré les risques, Julien a compris alors que le vrai héritage ne se résumait pas à des biens ou à des dettes. C'était une manière d'affronter l'incertitude, une façon de tenir quand il n'y a pas de garantie. Son père, lui, a compris qu'il n'avait pas transmis une sécurité absolue, mais quelque chose de plus précieux, le droit d'essayer autrement. Il n'était pas toujours d'accord. Il ne le serait sans doute jamais complètement. Mais le conflit avait changé de nature. Il n'opposait plus deux visions irréconciliables. Il rappelait simplement que chaque génération doit négocier avec son époque en utilisant ce qu'elle reçoit et en acceptant ce qu'elle risque. Rien n'était définitivement gagné. Rien n'était perdu non plus. Et c'était peut-être cela, la vérité la plus honnête de toute cette histoire. Continuez, sans certitude, mais sans renoncer. Si cette histoire vous a parlé, si elle vous rappelle un choix difficile, un passage de relais ou un risque assumé, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner ou la partager. Parfois, ces récits méritent simplement de circuler.